certaines intéressées, d'autres peut-être nobles. Il faut quand même savoir que Kadhafi menaçait de mettre Benghazi à feu et à sang. Et franchement, étant donné ses antécédents, et quand on voit ce qui se passe en Libye, en Syrie, on peut penser qu'il aurait mis sa menace à exécution. Voilà, simplement, ce n'est pas la démocratie qui est annoncée, c'est la charia, et c'est même le retour d'une polygamie totale, parce que celle-ci avait été, semble-t-il, limitée par Kadhafi. Et donc là, nous pouvons nous interroger sur la nature du printemps arabe. Et nous devions le faire aussi quand le mouvement a commencé. Mais c'était extrêmement difficile lorsque j'ai essayé de dire à la fois mon émerveillement devant un véritable événement, c'est-à-dire quelque chose qui surgissait d'imprévu, et mon inquiétude, j'ai été très vivement avec d'autres, rappelé à l'ordre, notamment par les journalistes, parce que Tariq Ramadan parle d'un climat d'islamophobie qui régnerait en France. Moi, j'ai été accusé, tout simplement parce que j'avais ces inquiétudes, d'être obnubilé par l'islamisme, incapable de penser une démocratie arabe, ou juste ignorant. Et je faisais partie de ce qu'on a appelé l'intelligentsia du silence, étonnamment discrète, sur les révoltes arabes. Non, on n'est pas forcément discret. On connaît le précédent de la révolution iranienne. On voudrait tout faire pour donner tort à la thèse d'Huntington sur le clash, ou en tout cas le divorce des civilisations, mais on sait aussi que dans le monde arabo-musulman, les droits des femmes ne sont pas, si vous voulez, n'ont pas été conquis par un mouvement populaire, ils ont été octroyés, et notamment en Tunisie. Donc les femmes ont été les actrices de ce mouvement, et en même temps, elles sont menacées par ce qui se passe. Nous pouvons... voilà, et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Si je peux me permettre de répondre à cela, parce que, encore une fois, qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, on ait des questions à poser, que l'on ne sache pas où l'on va. Je veux dire, je suis le premier à dire, quand on analyse ce qui est en train de se passer en Égypte aujourd'hui avec le rôle de l'armée, quand on ne sait pas ce qui est en train de se passer en Syrie, le problème, il est double. Autant il faut suspendre son jugement, mais votre façon de conclure que ce ne sera pas une démocratie... Je ne conclus pas. Ah, alors je suis content que vous ne concluiez pas, parce que vous avez dit... Alors la bêtise consisterait à vouloir conclure. Je ne conclus pas. C'est très bien, nous sommes d'accord là-dessus. Non, mais ce que je veux dire... complexe et pluriel. Non, mais pas de conclure sur l'analyse du mouvement, mais de conclure sur le fait que parce qu'un pays va se référer à la charia, ça ne pourra pas être une démocratie. Alors il y a façon de comprendre la charia, et donc il faut laisser ces processus. Rappelez-nous ce qu'est la charia. Non, la charia, c'est très rapidement, c'est souvent ce que l'on dit la loi islamique, mais c'est aussi perçu et compris par un certain nombre de traditions comme la voie de la fidélité, et donc elle peut être prise surtout sur les finalités qu'on essaye d'atteindre, comme la liberté, comme le pluralisme. Donc par exemple, dans la tradition turque... le bien-être des femmes en particulier, des enfants, Exactement, donc ça peut être beaucoup plus que simplement un ordre de droit. Donc c'est trop rapide de conclure que dès qu'on parle de charia, ça ne pourra pas être un processus démocratique. Ça, c'est une chose, même par rapport à la Libye. Il faut espérer que quelque chose va évoluer. Il faut aussi dire que sur les 30 dernières années, ces mouvements ont évolué. Et là où encore une fois, mon questionnement vis-à-vis de vous en tant qu'intellectuel, c'est que dans ce que vous avez dit, par exemple, vis-à-vis des femmes en Tunisie, et c'est vrai qu'il y a eu une évolution, il faut que vous ayez à le dire avec force. On ne peut pas, on ne pourra jamais justifier l'amélioration du statut des femmes en se taisant en face de la dictature. Or, l'intelligentsia française s'est tue pendant des décennies en disant les femmes sont libres, c'est normal que le peuple soit assujetti, ou on l'accepte. C'est non. Et de la même façon,
Il faut aussi que l'on dise, par rapport aux pétromonarchies, vis-à-vis desquelles on se tait, ça ne nous intéresse pas, le statut des femmes, dans les pays qui nous donnent du pétrole. Ça ne nous intéresse pas tellement aujourd'hui, même dans les processus de démocratisation. Or, j'aimerais vous dire que dans beaucoup de pays, même en Turquie dont on parle peu, même en Égypte, les révolutions ont été aussi le fait de beaucoup de femmes. Et beaucoup de femmes ont voté pour Ennahda. Donc laissez aux femmes le choix de leur liberté et ne pensons pas que leur liberté, c'est que la nôtre qui soit la bonne. Et je ne nie pas que ça puisse être un mouvement démocratique, mais ça peut être aussi une démocratie hostile à ce que nous entendons par ce terme. Nous ne savons pas où la majorité ira. Mais j'ai une autre préoccupation. Ce qu'il y avait de magnifique dans le mouvement de la place de la Libération au Caire, c'est l'union, à un certain moment, des Coptes et des musulmans. Ils ont, une ou deux fois, sur la place Tahrir, prié ensemble. Quelques mois plus tard, on a vu ce qu'on a vu, c'est-à-dire des agressions extrêmement violentes contre les Coptes. Que sait-on de la Syrie aussi? On s'aperçoit que le régime a la peau dure. Il n'a pas simplement la peau dure parce que il est répressif et sanguinaire, et les Européens, je rappelle, les Occidentaux font ce qu'ils peuvent. Leurs sanctions sont barrées. Les sanctions qu'ils voudraient voir votées à l'ONU sont barrées par le veto de la Russie et de la Chine, et aussi l'hostilité des pays émergents. Mais ce régime tient du fait de la minorité alawite, qui se sentirait très menacée, parce qu'elle est associée évidemment à ce régime depuis très longtemps, mais aussi parce que les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur de ce qui pourrait leur arriver. Donc, un mouvement qui se réfère à la tradition islamique, oui, peut-être, et effectivement, nous n'avons rien à dire. Mais si ça doit être fait au détriment de ce qui reste de chrétiens aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, nous avons toutes les raisons d'exprimer notre inquiétude. Alain Finkielkraut, il faut de ce point de vue-là, encore une fois, ces inquiétudes-là, elles sont audibles, elles doivent être entendues. Mais il ne faut pas que vous simplifiez les données politiques de ces pays. Ce qui s'est passé en Égypte, et les faits sont assez clairs, et on a même vu des Coptes intervenir en disant « il y a des forces dans ce pays qui veulent nous diviser ». Et la première des forces qui veut nous diviser dans ce pays, voulait-il dire, c'est l'armée. Et donc, ça n'est pas une question d'islam. Ne réduisez pas ceci à l'islam comme étant la référence. Et c'est la chose que je vous reproche le plus. Autant dans le monde majoritairement musulman que de ce que vous dites en Europe ou en France en particulier, on a l'impression que la référence musulmane, de fait, elle est essentialisée chez vous. C'est-à-dire que dès qu'on va se référer à l'islam ou dès qu'on va se référer à une culture dans un pays majoritairement musulman, ou à la charia, ce que vous venez de faire, eh bien on a l'impression que par la force des choses, c'est contraire à nous. Qui est ce nous dont vous parlez? C'est nous, l'Occident, c'est nous et nos valeurs. Et j'aimerais vous dire non. Il faut de ce point de vue-là que nous commencions sur des bases saines. D'accord. Juste un élément, c'est-à-dire que moi j'étais scandalisé. Alors permettez-moi de le dire, parce qu'il faut qu'on l'entende aussi géostratégiquement sur place. Quand l'État d'Israël et le gouvernement israélien, mais permettez-moi de le dire, ce soutient Moubarak, qui est un dictateur, quand aujourd'hui on n'est pas tellement contre Bachar el-Assad parce que c'est un élément de stabilité régionale. Il faut qu'on entende que tout ça ne peut pas se réduire à une question islamique. Ça n'est pas une question islamique, c'est une question géostratégique et politique. Complexifions un tout petit peu les choses. Et quand on revient en France, ça n'est pas simplement une question islamique, c'est une question aussi de rapport de force, de pouvoir et de citoyenneté. Et justement, pardon, parce que c'est la transition, parce que je voudrais qu'on en arrive à cette crise du vivre ensemble que vous décrivez dans le magazine Causeur qui paraît demain matin. Vous dites qu'elle prend la forme en France d'une querelle sur la laïcité, mais ça va plus loin. En fait, ce serait presque un problème avec la diversité. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, Alain Finkielkraut? Alors, un mot d'abord, si vous permettez. Je n'ai jamais voulu essentialiser l'islam. Et après tout, parmi mes engagements, il y a eu la longue période très importante pour moi, c'est celle où j'avais créé le Messager européen, de la guerre en ex-Yougoslavie.
Alors je me suis prononcé contre l'armée serbo-yougoslave dès les premières escarmouches en Slovénie. J'ai défendu assez seul les Croates, mais j'ai été le premier, c'est un peu idiot de formuler les choses ainsi, à dénoncer dès 1992 le crime contre l'humanité qui se déroulait avec le siège de Sarajevo. Et je n'essentialisais pas l'islam, je défendais les musulmans de Bosnie, musulmans européens, qui avaient droit non seulement à notre compassion, mais à notre solidarité, et même notre solidarité inconditionnelle, et c'est un combat que je ne regrette pas. J'en reviens maintenant à ce que vous me demandez. Il y a aujourd'hui en France une querelle de la laïcité, en effet, mais très étrangement, tout le monde se veut laïque. À la fin du XIXe siècle, il y avait les laïcs contre les cléricaux. Aujourd'hui, ceux, par exemple, qui sont partisans du voile à l'école ne se réclament pas d'une sorte de parole supérieure ou d'une autorité transcendante, ils se réclament de l'immanence du social, de la diversité sociale. Ils disent l'école doit refléter la société telle qu'elle. Ce que disent les Américains. Et ce que disent les Américains, ce que disent d'ailleurs souvent notre loi qui interdit cette loi, le voile et la burqa. Et ils critiquent aussi la loi sur la burqa. Il y a eu des articles incendiaires dans le New York Times et les touristes font cette expérience. Ils sont interpellés par les Américains. Qu'est-ce que c'est que votre gouvernement obscurantiste, votre société répressive, etc. Et deux conceptions de la laïcité se font face. Mais justement, ce qui est étrange, c'est que en France, la conception américaine, et je le regrette, de la laïcité triomphe. Parce que finalement, on se dit, oui, l'école doit s'ouvrir sur la vie. L'idée de ces murs nus qui devaient séparer l'école du monde profane ne fait plus recette en France. Alors, d'où cette situation paradoxale, la vie oui, mais pas le voile. Moi, j'aurais préféré une séparation, si vous voulez, du monde de l'école et du monde de la vie. Mais je me suis posé la question, pourquoi cette polarisation sur le voile? Comment la comprendre? Eh bien, pourquoi les Français sont quasiment les seuls? C'est ce que vous faites remarquer. Alors, justement, et là, j'ai été mis sur la voie d'une réponse par le très beau livre de Claude Habib, Galanterie française. Elle dit, cette interdiction se comprend dans cet arrière-fond de tradition galante, une certaine manière de régler le commerce entre les sexes. Et il y en a une autre qui est la séparation. De cette séparation, nous ne voulons pas. Donc, nous sommes ramenés à ce qu'il y a peut-être de spécifique dans la civilisation française, et ce qu'elle a de spécifique, je crois, doit être maintenu, défendu, proposé aux nouveaux arrivants, et surtout pas noyé dans la diversité et dans le multiculturalisme. Tariq Ramadan, justement, parce que vous-même, vous êtes étonné qu'on veuille interdire le port du voile à l'école ou la burqa en France. Or, Alain Finkielkraut, dans ce texte, dit qu'en interdisant la burqa et le voile, on ne défend pas la liberté, l'égalité et la fraternité, mais une façon d'être, une identité commune, hein, finalement, qui serait typiquement française, cette valeur qui serait la galanterie. Vous qui, justement, dans votre livre, dites qu'il faut que les peuples arabes inventent leur démocratie, inventent aussi leur économie, parce que vous dites que sans une économie qui leur ressemble, ils seront comme la Turquie aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous choque, ça ? Oui, ça me choque pour plusieurs raisons, mais ça me choque pas simplement parce que ça me choque. Ça me choque parce que c'est fondé sur des arguments, mais fallacieux. C'est-à-dire que sur l'idée de la galanterie, quand je vous lisais, mais je souriais, je me dis, mais attendez, c'est un nouvel argument. Je ne l'avais pas lu sous votre plume, je trouve ça assez intéressant. Je me dis, mais avez-vous lu Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident, où il dit finalement que la galanterie, la courtoisie, telle qu'elle est venue au Moyen-Âge en Occident, doit beaucoup aux Arabes, elle doit beaucoup même à la dimension islamique, que vous voyez votre idée, tout à coup, de coloniser la galanterie et de la faire vôtre, c'est-à-dire elle est devenue française. Et c'est l'exception culturelle. C'est quand même quelque chose de choquant. C'est la visibilité du féminin, une visibilité heureuse du féminin. Cette visibilité ne règne pas, me semble-t-il, aujourd'hui dans le monde arabo-musulman, comme elle a pu longtemps régner en France. Non mais attendez, au Moyen-Âge,
on disait des Arabes et des musulmans qu'ils étaient complètement dans la permissivité de la visibilité du féminin. Et tout à coup, quand ça vous arrange, pour nous mettre à l'extérieur d'un champ culturel que vous clôturez,